La Terre, une planète unique, agitée et dynamique. Les continents se déplacent et se heurtent, des volcans entrent en éruption, des glaciers se forment et disparaissent. Des forces titanesques, constamment en action, laissant derrière elles une multitude de mystères géologiques. L'un des mystères se trouve ici, dans le Grand Canyon, en Arizona, où près d'1 milliard de tonnes de roches ont été façonnées par le fleuve Colorado. Le canyon ainsi formé pourrait contenir l'eau de toutes les rivières de la planète sans même atteindre la moitié de sa capacité. Depuis plus d'1 siècle, des scientifiques cherchent à savoir comment et quand s'est formé ce gigantesque abîme. Et aujourd'hui, des géologues mettent à jour de nouveaux indices témoignant de l'évolution constante des théories sur l'origine de la Terre. Le Grand Canyon, l'une des merveilles naturelles les plus spectaculaires d'Amérique. Une gorge pouvant atteindre 30 km de large, s'étendant sur 450 km de long et dépassant 1500 mètres de profondeur. Il est si vaste qu'on peut même l'apercevoir de l'espace. Bien que Hell's Canyon, dans l'Idaho, soit plus profond de 800 mètres et que Capertee Valley, en Australie, soit plus large de 1500 mètres, le Grand Canyon reste le plus célèbre de tous. Il constitue également un mystère géologique de taille. Comment le fleuve Colorado, mesurant seulement 1/10 du Mississippi, a-t-il pu façonner un tel canyon? La réponse a échappé aux scientifiques pendant plus d'1 siècle, car beaucoup d'indices sur lesquels ils s'appuient habituellement ont été emportés par le fleuve durant des millions d'années. Enfouis lors d'éboulements ou détruits par des volcans. Nous devrions parfaitement comprendre comment s'est formé le Grand Canyon, mais nous avons perdu un nombre considérable d'indices. C'est comme vouloir démasquer un assassin lorsque toutes les preuves ont disparu. Donc le mieux à faire, c'est de réunir tous les indices dont nous disposons. Pourtant, lentement mais sûrement, cet emblème géologique livre ses plus vieux secrets. Les strates richement colorées du Grand Canyon offrent aux scientifiques l'un des témoignages géologiques les plus complets qui existent. Ce qu'il faut avant tout garder à l'esprit lorsqu'on évoque le Grand Canyon, c'est que les indices révélés par les roches sont vieux de plusieurs millions ou milliards d'années. Carl Strom et son équipe partent en expédition sur le terrain le long du fleuve Colorado. La descente ne sera pas de tout repos. Ce fleuve de 2330 km de long est extrêmement puissant. Plus de 3 millions de mètres cubes d'eau dévalent son lit toutes les heures. Plus d'eau en 1 seconde que la consommation moyenne américaine en 1 année. Carl Strom veut en savoir plus sur la Terre qui se trouvait là avant même la formation du Grand Canyon. Pour cela, il doit identifier ses roches les plus anciennes. Il suit les traces du tout premier explorateur des lieux, John Wesley Powell. En 1869, il est le premier homme à descendre le fleuve Colorado sur toute la longueur du canyon. Nous autres géologues qui étudions le canyon, nous admirons tous beaucoup John Wesley Powell pour son exploration scientifique du Grand Canyon. Et nous continuons aujourd'hui de travailler sur les questions qu'il a soulevées. Parmi les découvertes de Powell, ces roches noires imposantes à la base du canyon. Nous sommes au bas du Grand Canyon, tout près du fleuve Colorado. John Wesley Powell appelait ces impressionnantes roches noires que vous voyez là, les affreuses roches noires, car elles rendaient la descente des rapides encore plus difficile. Mais pour nous qui nous intéressons à l'histoire primitive du Grand Canyon, ces roches sont une aubaine.
À l'époque, Powell n'a aucun moyen de dater ces roches, aujourd'hui connues sous le nom de schistes de Vishnu. Tout ce qu'il peut déduire de leur apparence, c'est qu'elles avaient jadis dû être en fusion, profondément enfouies dans le sol. Karlstrom a un avantage. Des instruments modernes pouvant dater précisément les roches, en mesurant leur déclin radioactif. Et pour comprendre ce qui s'est passé ici dans des temps très anciens, il faut d'abord déterminer quand se sont formées ces roches. Ces roches datent d'il y a environ 1,7 milliard d'années, soit un peu moins de la moitié de l'âge de la Terre. Le Grand Canyon témoigne donc de presque 2 milliards d'années d'histoire de notre planète. Mais Karlstrom a besoin de plus d'informations. Et ces affreuses roches noires détiennent un autre indice essentiel quant à l'apparence de cette terre avant la formation du canyon. Elles peuvent non seulement lui révéler quand elles se sont formées, mais également à quelle profondeur exacte elles se trouvaient dans la croûte terrestre à ce moment-là. Ces minuscules pierres enchâssées dans la roche sont de véritables pierres précieuses, des grenats, qui se forment seulement sous une pression considérable, comme par exemple lorsque des couches sédimentaires sont écrasées par le poids de millions de tonnes de roches au-dessus d'elles. L'indice magique, ce sont les grenats. Ils nous permettent de comprendre d'où viennent toutes ces roches au-dessus de notre tête. En analysant la structure chimique du grenat, en particulier sa teneur en calcium, les chercheurs peuvent déterminer le poids des roches l'écrasant au moment de sa formation. En d'autres termes, si lorsque vous analysez un grenat, vous constatez une teneur en calcium élevée, cela signifie qu'il se trouvait plutôt à la base de la montagne, sous une importante quantité de roches. Donc nous avons emmené ces grenats au laboratoire, nous en avons coupé une très fine section que nous avons disposée sous une microsonde électronique. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que ces grenats se trouvaient autrefois à près de 10 km de distance par rapport au sommet. Ça fait beaucoup. Il y a donc près de 2 milliards d'années, avant que le canyon ne se forme, des montagnes se dressaient à cet endroit, à 10 km au-dessus du niveau de la mer. Des sommets aussi élevés que ceux de l'Himalaya actuel. Durant les 500 millions d'années qui ont suivi, ces montagnes ont été usées par l'érosion. Au cours des millénaires, l'alternance de gel et de dégel a rongé la roche des montagnes. Le vent et l'eau ont balayé les débris vers les océans, laissant derrière eux une plaine plate et monotone, sans le moindre signe d'un canyon. Les géologues sont capables d'imaginer à quoi ressemblait ce lieu autrefois. En décryptant la structure de la roche, de quel type de roche il s'agit, quels fossiles la composent, ils peuvent, tels des enquêteurs, déterminer à quoi ressemblait cet endroit il y a plusieurs milliards d'années. Cette région est aujourd'hui désertique, sur plus de 480 km à l'intérieur des terres. Et pourtant, ces coquilles enchâssées dans la roche sont des fossiles marins. Sur cette seule falaise, on peut trouver un grand nombre de coquilles fossiles semblables aux coquillages que l'on ramasse sur la plage. Une fois mortes, ces créatures primitives sont tombées au fond des océans et se sont retrouvées prisonnières de la vase. De telles coquilles proviennent d'eau tropicale peu profonde, d'une mer intérieure qui a surgi ici il y a un demi-milliard d'années, recouvrant cette plaine peu élevée. Mais cela ne s'est pas produit qu'une fois. Les différentes strates dans les parois du Grand Canyon révèlent à Karlstrom que pendant plusieurs centaines de millions d'années, cette terre a été submergée par les eaux. Non pas une, mais au moins 8 fois. La dernière fois que cette région d'Arizona a été envahie par la mer remonte à environ 80 millions d'années. En remontant les strates du Grand Canyon, on voit que la mer a envahi la région à plusieurs reprises, déposant différents types de sédiments et différents fossiles datant de différentes époques.
Ces allées et venues de la mer ont elles-mêmes duré plusieurs centaines de millions d'années. Chaque fois que la mer a submergé la région, elle a déposé différentes matières qui se sont solidifiées, puis transformées en roches. Parmi ces sédiments, du sable, qui s'est transformé en grès de couleur chamois, et de la vase, qui s'est durci, puis transformé en schiste sombre. Les restes calcifiés des organismes marins ont, quant à eux, été réduits en calcaire de couleur claire. Pourtant, la couleur dominante du canyon est le rouge. Cela vient du fer, emprisonné dans chacune des roches. Pendant des millions d'années, il a développé cette couleur rouille caractéristique. Pour les géologues, descendre le Grand Canyon, c'est comme remonter le temps. La teneur en calcium des grenats indique que des montagnes aussi hautes que l'Everest se dressaient à l'emplacement actuel du Grand Canyon il y a près de 2 milliards d'années. Des fossiles marins emprisonnés dans la roche révèlent que cette pierre était recouverte d'une mer intérieure il y a 500 millions d'années. Les géologues doivent à présent découvrir quelles forces incroyables ont pu transformer cette région plate et ordinaire en une époustouflante merveille naturelle du monde. Il y a 1,7 milliard d'années, l'ouest de l'Arizona subit une série de transformations extraordinaires qui s'achèvent il y a 70 millions d'années. Les montagnes sont englouties par des mers préhistoriques, lesquelles se retirent finalement pour laisser place à une région plate et peu élevée, s'étirant à perte de vue. À cette époque, le splendide canyon n'existe pas encore. Mais au cours des 20 millions d'années suivantes, cette région va subir de nouveaux bouleversements qui donneront naissance à un haut plateau unique et laisseront entrevoir la formation du Grand Canyon. La présence de fossiles marins indique aux géologues que cette terre était autrefois recouverte par une mer intérieure. Mais cela soulève une autre interrogation. Et l'enquête devra établir pourquoi ces roches sous-marines se trouvent aujourd'hui en altitude, à plusieurs milliers de mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est inhabituel de grimper à 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer et de trouver une coquille de palourde ou du moins quelque chose de similaire. On les trouve généralement sur la plage. Alors, comment expliquer leur présence à cette altitude? Cette région a clairement subi un bouleversement géologique qui a soulevé le fond marin tout entier. Dans les années 60, des géologues ont découvert que les collisions entre les différentes plaques tectoniques pouvaient être à l'origine de soulèvements montagneux. Cela arrive dans le monde entier et entraîne généralement la formation de chaînes de montagnes. Mais ce soulèvement en Arizona est unique. Les différentes couches sédimentaires accumulées au niveau de la mer ont subi un important soulèvement durant l'orogénèse laramienne. Les roches ont été soulevées à haute altitude sans être inclinées de manière verticale. Les roches ainsi surélevées, comme par un ascenseur, forment un haut plateau. La mer se retire vers le nord-est. Mais toujours aucune trace du Grand Canyon. Le fleuve Colorado, cette force qui a sculpté le canyon dans la roche, doit encore arriver. Dès la fin du 19e siècle, les tout premiers géologues sont favorables à l'idée que le Grand Canyon a été façonné par le fleuve Colorado. Le haut plateau est entouré de chaînes de montagnes encore plus élevées. De nouvelles rivières commencent à dévaler des sommets et à traverser le plateau. Il est essentiel pour l'enquête d'établir quand le fleuve Colorado en particulier est apparu. Car c'est seulement à ce moment-là qu'il a pu commencer à creuser le canyon. Il y a encore quelques dizaines d'années, certains géologues croyaient que cet ancien lit de rivière
l'Indu Canyon, apportait la réponse à leurs questions. D'après eux, la formation de l'Indu Canyon, il y a 50 millions d'années, marquait l'arrivée du fleuve Colorado et la naissance du Grand Canyon. Mais en 1969, la découverte de ces galets va ébranler tout ce qu'ils croyaient savoir sur le canyon. La formation du Grand Canyon est finalement beaucoup plus complexe que ce que l'on croyait. Les premiers géologues pensaient qu'elle s'expliquait simplement, mais on se rend compte qu'elle est finalement plus compliquée que ça. C'est comme résoudre une enquête. On commence avec quelques indices, on les recoupe avec d'autres et on a finalement la satisfaction de résoudre l'enquête avant les autres. Résoudre l'enquête avant les autres, c'est ce que fait Young en 1969, à l'âge de 24 ans, alors qu'il est étudiant de 3e cycle en géologie à l'Université de Washington. Ses professeurs l'ont envoyé étudier l'Indu Canyon. Mais lorsque Young arrive vers le lit poussiéreux de la rivière, il découvre qu'il n'a rien à voir avec le fleuve Colorado, ou même le Grand Canyon. Sa découverte fait voler en éclats toutes les théories géologiques bien établies et révolutionne la manière d'envisager l'histoire du Grand Canyon. L'indice provient de l'alignement des galets dans le lit de la rivière. Si vous regardez ces galets, vous voyez qu'ils sont orientés dans le même sens que le fleuve. C'est-à-dire que le fleuve se trouvait sur ma droite. S'ils avaient été orientés dans ce sens, l'eau les aurait retournés. Le fait qu'ils soient orientés dans cette direction indique que le fleuve coulait à ma droite. Cet indice est crucial. Le fleuve Colorado n'aurait jamais pu couler à la droite de Young. Il a toujours coulé dans la direction opposée, vers l'océan Pacifique. La rivière qui coulait là, il y a 50 millions d'années, n'était donc pas le Colorado, et elle n'a pas creusé le Grand Canyon. La découverte de Young signifie que les scientifiques doivent repenser toutes leurs théories quant à l'arrivée du fleuve Colorado sur le plateau et à l'âge du Grand Canyon. Ils commencent à étudier des indices sur un autre site, plus récent. Voici Moody Creek, près du lac Mead, en Arizona, à quelques kilomètres seulement en aval de l'endroit où le Colorado quitte aujourd'hui le Grand Canyon. La roche prouve que ce lieu était jadis recouvert par un immense lac d'eau douce. Muddy Creek est recouverte de calcaire. Cette roche s'est formée au fond d'un lac d'eau douce. L'eau devait être claire et peuplée de plantes et d'animaux. Ces derniers, en mourant, ont coulé au fond du lac. Le carbonate de calcium présent dans leur coquille s'est transformé en calcaire, formant ainsi cette roche. Le calcaire provient des restes calcifiés de créatures peuplant autrefois ce lac. Puis, il y a 5 500 000 ans, elles ont toutes disparu. Il n'y avait plus de coquilles pour former du calcaire. En fait, ces créatures sont mortes il y a 5 500 000 ans, au moment précis où est arrivé le fleuve Colorado, transportant avec lui des tas de débris et de sédiments rocheux provenant du Grand Canyon, alors tout jeune. L'eau devait être sale et boueuse. Et le calcaire ne se forme jamais dans une eau sale et boueuse. C'est incompatible. Les animaux et les plantes ne peuvent survivre dans une eau trouble pleine de vase. La mort de ce lac fournit donc aux géologues une date précise quant à l'arrivée du fleuve Colorado en Arizona et au début de son travail d'excavation. Le Grand Canyon est apparu il y a seulement 5 500 000 ans. L'enquête a atteint une étape décisive. Elle a pu établir l'âge du canyon. Le sens d'orientation des galets dans l'ancien lit de la rivière indique que le Grand Canyon est bien plus jeune que les géologues ne l'avaient suspecté. Le calcaire découvert à Moody Creek révèle la date à laquelle le fleuve Colorado est arrivé sur le plateau et l'âge véritable du canyon, 5 500 000 ans.
Les géologues ont à présent un nouveau mystère à résoudre. Pourquoi le Colorado a-t-il pris le chemin qu'il a pris il y a 5 500 000 ans? Et pourquoi a-t-il creusé un canyon aussi gigantesque? L'enquête dans le passé du Grand Canyon a mis à jour une région montagneuse vieille de 1,7 milliard d'années qui a évolué en l'actuel plateau du Colorado. Il y a 5 500 000 ans, le fleuve Colorado a commencé à sculpter le Grand Canyon sur ce plateau. La question à laquelle les scientifiques doivent maintenant répondre est: que s'est-il passé à cette époque pour que le fleuve se mette à creuser le canyon? C'est un débat qui dure depuis plus d'un siècle et qui continue encore aujourd'hui. J'ai commencé à m'intéresser au Grand Canyon lorsque j'étais étudiant. J'avais entendu parler des différentes théories quant à sa formation. J'étais sidéré d'apprendre que nous ignorions comment il s'était formé. Il m'a paru incroyable qu'un emblème national tel que le Grand Canyon garde ainsi ses secrets. J'ai donc décidé de consacrer une grande partie de ma vie à essayer de les percer. L'une des théories avance que plusieurs rivières se seraient rejointes et, combinant leur puissance, auraient commencé à creuser le canyon. Une autre suppose que le fleuve s'est mis à creuser le plateau lorsque la terre s'est soulevée autour de lui. John Douglas a sa propre théorie. Une théorie respectée par les plus grands géologues depuis qu'il a publié le fruit de ses recherches en 2000. Ce qu'il appelle la théorie du débordement semble plausible, sur le papier. C'est très simple. En fait, le fleuve Colorado s'est déversé dans une cuvette et a fini par former un lac. Ce lac était immense. Le niveau est monté et le lac a commencé à se répandre à travers le plateau. Avec le temps, il a fini par creuser la roche et c'est comme ça qu'est né le Grand Canyon, assez rapidement. Au campus universitaire de Phoenix, Douglas va tenter une expérience à échelle réduite pour voir si sa théorie du débordement peut fonctionner dans la réalité. Il recrée le plateau du Colorado en modelant d'énormes quantités de terre. Les robinets qui coulent représentent le fleuve Colorado en train de se déverser dans le lac. Notre lac immense s'est formé. Le niveau monte, il s'apprête à déborder. Un petit filet d'eau commence à se répandre sur le plateau. Comme ça, il n'a l'air de rien, mais avec le temps, en dévalant le flanc raide de la montagne, il va gagner en puissance. Il va commencer à creuser la roche, formant des chutes d'eau qui vont la fragiliser en amont. Une chute d'eau est maintenant remontée jusqu'au lac, et de grosses quantités d'eau se déversent à présent sur le plateau. Il y en a bien plus qu'au départ. Le fleuve entaille de plus en plus le canyon. Les éboulements le long des parois du canyon dévalent dans l'eau qui les charrie en aval. Le lac commence à rapetisser, son niveau baisse, et on peut voir apparaître notre version réduite du Grand Canyon. L'expérience de Douglas prouve que la théorie du débordement fonctionne, à échelle réduite. Il doit à présent réunir des indices prouvant que la même chose aurait pu se produire à une échelle infiniment plus grande. Il part donc à la recherche d'un lac suffisamment grand et suffisamment vieux pour être à l'origine du débordement. Il a un suspect en tête. Cette terre, située à 160 km à l'est du Grand Canyon, était autrefois recouverte par le lac Bidaochi. Et un indice sur l'ancien lit du lac indique qu'il était très profond. Cette argile verte prouve que le lac était profond. Il y avait donc bien un lac suffisamment grand ici pour déborder et creuser le Grand Canyon. Ces sédiments verdâtres ne se forment que dans un environnement bien particulier. Pour que de l'argile verte puisse se former dans un lac, il faut des eaux profondes avec peu d'oxydation. Cela prouve que le fleuve Colorado s'est déversé dans cette cuvette. Il a dévalé des montagnes rocheuses et a ensuite fait une halte ici avant de se répandre sur le plateau et de sculpter le Grand Canyon. Maintenant qu'il a établi la profondeur du lac,
Douglas doit déterminer quelle surface il couvrait autrefois. Il compare la profondeur de l'eau à la ligne de niveau du paysage environnant. Et il en résulte que le lac Bidaochi s'étendait autrefois sur 51 800 km² et contenait plus de 12 500 km³ d'eau, ce qui le rend plus grand que le lac Michigan. Douglas doit déterminer l'âge du lac. Pour que sa théorie du débordement fonctionne, il doit être plus vieux que le Grand Canyon, donc avoir plus de 5 500 000 ans. Ces fossiles d'eau profonde sont la preuve dont il a besoin. Ces coquilles appartenaient à des mollusques d'eau douce, vivant là il y a 6 millions d'années. Les dates correspondent. Le lac était là au bon moment pour se déverser sur le plateau et commencer à façonner le Grand Canyon. Dater les fossiles a permis à Douglas de confirmer ce qu'il pensait, mais il continue à chercher de nouveaux indices. Nous ne serons jamais sûrs à 100% de la manière dont il s'est formé, à moins que quelqu'un ne crée une machine à remonter le temps. En effectuant ce genre de travail, on essaie simplement de confirmer ce que l'on sait déjà, d'accumuler des preuves. Accumuler des preuves, c'est précisément ce que fait Joel Pederson. Il utilise les technologies les plus récentes pour déterminer la vitesse à laquelle a été creusé le Grand Canyon. Il a trouvé les indices dont il avait besoin ici, à l'entrée du canyon. La présence de tous ces graviers à Lee's Ferry nous permet de savoir où se trouvait autrefois le fleuve et le chemin qu'il a emprunté lorsqu'il a creusé le canyon. Au milieu des graviers, on aperçoit parfois ces grosses lentilles de sable. On peut se servir de ce sable pour dater précisément ces sédiments. En creusant le canyon, le fleuve Colorado a déposé à cet endroit de plus en plus de graviers et de débris sableux. De nouvelles couches sédimentaires sont venues recouvrir les anciennes sur plusieurs millions d'années. Mais les géologues disposent aujourd'hui d'instruments leur permettant de mesurer l'impact de la lumière sur chaque atome de sable. Ils peuvent ainsi déterminer précisément à quel moment chaque couche de sable a été recouverte par les sédiments et privée de lumière. Pour que le résultat soit précis, il est essentiel que l'échantillon de sable ne soit pas exposé à la lumière. À l'aide d'un marteau, je vais taper sur ce tube métallique pour l'enfoncer dans le sable et recueillir un échantillon. Le sable restera ainsi à l'abri de la lumière. Nous l'emmènerons ensuite au laboratoire afin d'étudier, toujours dans la pénombre, ses propriétés optiques et de pouvoir ainsi le dater précisément. Ça nous permettra de savoir à quel moment le fleuve a atteint cet endroit. De retour au laboratoire, Pederson compare plusieurs échantillons de sable prélevés à différentes profondeurs. Découvrir l'âge de chacune des couches de sable va lui permettre d'estimer à quelle vitesse le fleuve a creusé la roche. Grâce à ce dernier demi-million d'années d'histoire à Lee's Ferry, à nos datations absolues et aux informations que nous avons accumulées, nous savons que le fleuve a creusé le canyon à une vitesse d'environ 300 mètres par million d'années. Soit environ 30 cm par millénaire ou près de 3 cm par siècle. Le Grand Canyon, profond de 1600 mètres, pourrait donc avoir été creusé en à peine plus de 5 millions d'années, c'est-à-dire en un clin d'œil, aux yeux des géologues. L'enquête rassemble des indices pouvant expliquer la formation du Grand Canyon. Des dépôts d'argile verte étayent la thèse de l'existence d'un lac suffisamment grand pour déborder et déclencher la formation du canyon. Des fossiles d'eau profonde prouvent que le lac existait il y a 6 millions d'années, le temps qu'il faut pour se répandre sur le plateau et creuser le canyon. Mais déterminer la manière dont le fleuve a commencé à sculpter le canyon fait partie de l'enquête. Le Grand Canyon est l'une des gorges les plus vastes et les plus profondes du monde entier. Et pour découvrir comment il a atteint une telle superficie, les géologues devront se pencher sur certaines caractéristiques parmi les plus spectaculaires
et les plus dangereuses du canyon. Des montagnes, des mers préhistoriques, puis une plaine surélevée dans les airs se sont succédés dans le paysage de l'ouest de l'Arizona. Il y a tout juste 5 500 000 ans, le Grand Canyon a été taillé dans ce plateau. Ce processus a été si rapide que les géologues ont dû étudier à nouveau l'immense puissance du fleuve Colorado. Ce n'est pas l'eau qui a fini par entailler la roche. Vous pourriez verser de l'eau sur un rocher pendant longtemps et rien ne se produirait. Ce sont les débris que le fleuve transportait, les graviers, le sable, qui en se cognant les uns aux autres ont attaqué la roche. Chaque jour, le Colorado transporte jusqu'à 500 000 tonnes de roches et de débris. Suffisamment de matière pour remplir plus d'une centaine de piscines olympiques. Cela équivaut à 5 tonnes par seconde. Étudier l'érosion fluviale n'est donc jamais une tâche facile. La puissance du fleuve Colorado a emporté sur son passage de nombreux indices qui auraient été précieux pour les géologues. Ils en cherchent donc dans les centaines de rapides qui perturbent le cours du fleuve. Ces rapides tourbillonnants se forment lorsqu'une crue subite entraîne avec elle les rochers de canyons secondaires. Le fleuve doit concentrer beaucoup d'énergie à ces endroits-là pour passer les rochers qui roulent dans l'eau. Plus il doit affronter de gros rochers et de matières résistantes lorsqu'il sculpte la roche, plus son lit devient escarpé. Alors que l'eau franchit les rapides, elle creuse profondément le lit rocheux. À ce seul endroit, elle subit une dénivellation de 3 mètres. Et il existe de nombreux rapides sur cette portion du Colorado. Si vous mettez tous ces rapides les uns à la suite des autres, vous pouvez imaginer à quel point le lit du fleuve traversant le Grand Canyon est escarpé. La pesanteur et quelques notions de physique permettent d'expliquer comment le Colorado a pu sculpter une telle quantité de roches si rapidement. Il y a 5 500 000 ans, le fleuve Colorado dévale la pente abrupte du plateau qui a été soulevé de plusieurs mètres au-dessus du niveau de la mer. Le fleuve dévale à toute vitesse cette pente escarpée, charriant avec lui des débris rocheux. Une brèche se forme alors, creusant un peu plus la roche du plateau. La puissance de ce fleuve pour entailler la roche, tout en dévalant cet à pic, devait être considérable. Le Colorado creusait rapidement son lit pendant que la brèche entaillait un peu plus la roche en amont. Un peu comme une chute d'eau qui se serait étendue sur toute la longueur du fleuve sur plusieurs millions d'années. C'est cet à-pic entre le plateau du Colorado et la terre en dessous qui est à l'origine de l'incroyable pouvoir érosif du Colorado. Le fleuve prend sa source dans les montagnes rocheuses dans l'état du Colorado. Il subit une dénivellation de 2 mètres pour chaque kilomètre parcouru. Au contraire, le Mississippi, un fleuve déplaçant 10 fois plus d'eau que le Colorado, serpente à travers une région plate. Sans aucune pente escarpée à dévaler, il est incapable de creuser un canyon. Mais le Grand Canyon n'est pas seulement escarpé, il est également très large. C'est ici, sur la South Rim, au cœur du parc national, que le Grand Canyon se révèle le plus majestueux. C'est aussi là qu'il est le plus large, près de 30 km d'une rive à l'autre. Ce paysage semble paisible aujourd'hui. Pourtant, sa beauté exceptionnelle est l'œuvre de forces déchaînées. On associe souvent le Grand Canyon au fleuve Colorado. Le Colorado est ce qui a sculpté le Grand Canyon. Il a formé la brèche initiale, qui a ensuite permis au fleuve de creuser son lit. Mais ce qui rend le Grand Canyon si majestueux, c'est son étendue et les sublimes strates colorées qu'il compose. Et cela n'est pas uniquement lié au fleuve Colorado. Cette roche est battue par les pluies. La pluie s'infiltre dans les parois et érode la roche.
Et comme ce paysage est très abrupt, la pesanteur va agir sur cette matière et la charrier dans le fleuve. Ce processus ne cesse de se répéter et permet au canyon de s'élargir un peu plus chaque jour. On peut observer au loin des éboulements sur la partie noire de la roche. Ces chutes de pierre prouvent que le canyon est bien en train de s'élargir. La chute de ces pierres n'est pas progressive. C'est un processus d'érosion d'une grande violence. Très peu de gens verront le Grand Canyon véritablement changer. J'ai moi-même passé plusieurs nuits ici et je n'ai dû entendre qu'une ou deux pierres tomber. Mais le changement se produira, et lorsqu'il se produira, il sera très rapide. Si des éboulements se produisent, c'est parce que des couches sédimentaires dures ou tendres se succèdent les unes aux autres pour former les parois du canyon. Les plus dures sont constituées de calcaire et de grès. Ces roches ne s'érodent pas facilement. Dessous, le schiste argileux, plus tendre, est constitué de boue qui se gonfle d'eau lorsqu'il pleut, provoquant son effritement. Ces roches sédimentaires plus friables s'érodent et fragilisent les roches plus résistantes du dessus, ce qui va provoquer des éboulements spectaculaires et élargir encore un peu plus le canyon. Les éboulements ne constituent que la première étape de l'élargissement du canyon. Et sans l'aide d'un complice, le canyon serait entièrement rempli de débris. Sans le fleuve Colorado, le Grand Canyon ne serait pas aussi large. En transportant les débris en aval, il participe à son nettoyage et permet à de nouvelles matières de s'accumuler à leur tour. À force, les parois du canyon finissent par reculer. Le canyon tout entier s'élargit, pendant que le Colorado continue de déblayer et de charrier les débris en aval. Les géologues ont donc compris comment le canyon était devenu si profond et si large. Les rapides du Colorado permettent de comprendre comment le lit escarpé du fleuve a permis de creuser le canyon si rapidement. Des éboulements sur les parois du canyon révèlent comment des roches plus fragiles provoquent l'élargissement rapide du canyon sur les plaines d'Arizona. Mais l'histoire du Grand Canyon n'est pas terminée. Au cours des quelques derniers millions d'années, le canyon a été transformé par d'autres forces extraordinairement puissantes de la nature. Les géologues ont établi qu'en l'espace d'1,7 milliard d'années, le Grand Canyon avait surgi de montagnes primitives et de mers préhistoriques pour devenir l'un des emblèmes géologiques des États-Unis. Nous allons à présent nous attarder sur l'une des zones les plus excentrées et mystérieuses du Grand Canyon. Une série de petites montagnes coniques borde le canyon et des coulées de roches noires dévalent de chaque sommet. Elles datent d'une ère exceptionnelle, il y a 725 000 ans. À l'époque, la paix du Grand Canyon était troublée par des volcans. Voici Toro Whip Point, dans une région reculée connue sous le nom d'Arizona Strip, l'un des lieux les plus isolés du continent nord-américain. Peu de gens, hormis les géologues, accèdent à cette région, bien qu'elle offre l'une des vues les plus spectaculaires sur le Grand Canyon. Les géologues viennent observer la manière dont des éruptions volcaniques explosives ont transformé le canyon au cours d'un passé géologique relativement récent. Cette roche noire, qui semble s'être répandue sur la paroi du canyon, est une ancienne coulée de lave. Une roche autrefois brûlante, à tout jamais figée dans le temps.
Powell a évoqué une rivière de magma en fusion se déversant dans une rivière de neige fondue. Il racontait à quel point cela avait dû être spectaculaire. Le bouillonnement, la vapeur, cela a dû être incroyable. On s'imagine une lave rougeoyante, bouillonnante, semblable à celle des volcans d'Hawaï, dévalant et recouvrant les parois du canyon. Et une fois qu'elle avait atteint la rivière, d'énormes nuages de vapeur se formaient. Ces immenses coulées de lave, jaillissant d'une centaine de cônes volcaniques, auront un effet dramatique sur le fleuve Colorado coulant en contrebas. Selon Ryan Crowe, à au moins 8 occasions, ces éruptions ont formé de gigantesques barrages de lave, bloquant totalement le cours du fleuve. Derrière moi, vous pouvez apercevoir une des nombreuses coulées basaltiques. Ce sont les vestiges des coulées de lave qui ont dévalé le canyon, le remplissant partiellement. Plus tard, le fleuve Colorado emportera quasiment tout sur son passage. Les barrages de lave réussiront donc à stopper le puissant Colorado pour un temps. Mais ils ne feront pas le poids contre le fleuve. La pression des eaux retenues par les barrages de lave s'accumulant, elle finira par les faire céder. Cet épisode explosif a laissé des traces sur les parois du canyon. Aujourd'hui, les cônes volcaniques semblent bien éteints, même si quelques géologues pensent qu'ils pourraient à nouveau se réveiller un jour. La dernière éruption avec coulée de lave dans le Grand Canyon remonte à environ 100 000 ans. Une autre éruption semble également avoir eu lieu vers le sommet, mais sans atteindre le Grand Canyon, il y a 1000 ans. Il y a donc de grandes chances pour que d'autres éruptions se produisent à nouveau dans le futur. L'avenir du Grand Canyon reste à écrire, mais les géologues connaissent aujourd'hui son passé. Le calcium contenu dans les grenats découverts à la base du canyon révèle que la région était à l'origine une immense chaîne de montagnes. Les roches calcaires prouvent que le canyon s'est formé il y a seulement 5 500 000 ans. L'argile verte, qui ne se forme qu'en eau profonde, témoigne qu'un lac plus grand que le lac Michigan aurait pu être à l'origine de la formation du canyon. Enfin, les éboulements le long des parois escarpées du canyon permettent de comprendre comment le canyon a acquis sa forme actuelle. Les géologues étudient le Grand Canyon depuis le milieu du 19e siècle. Pourtant, même après 150 ans de recherche, l'histoire est loin d'être terminée. Le paysage évolue encore. Son histoire géologique n'est pas finie. Il y aura d'autres interrogations passionnantes. L'histoire va continuer d'évoluer et les scientifiques continueront à travailler ici. Le Grand Canyon est un phénomène géologique dynamique. Un lieu où les forces colossales et explosives qui agitent la croûte terrestre affrontent le pouvoir inexorable de l'eau. Le résultat, une merveille naturelle dont les parois témoignent de presque 2 milliards d'années d'histoire d'une planète au passé géologique agité.